petite vidéo sur l'Ukraine. Oui, je vous rassure, je ne vais pas vous parler d'histoire de l'Ukraine ni de la guerre du Donbass. J'ai déjà fait 2 vidéos complètes là-dessus. Je vais parler de plusieurs sujets d'actualité qui effectivement font débat aujourd'hui et on va essayer d'y répondre de manière historique avec des références historiques bien évidemment. Avant de lancer dans les débats, je vais parler d'un médecin de Lille qui est sur le front, lui, de l'Ukraine, qui a décidé d'intervenir là-bas en tant que médecin et de soigner évidemment les victimes sur place du front. C'est ça l'héroïsme. Pourquoi je vous parle de lui? C'est parce qu'il a mis en place tout un réseau, ce qui permet que les dons médicaux ou les dons financiers que vous pouvez faire arrivent directement sur le front. Je vous mets évidemment tous les liens dans la description de la vidéo, parce qu'évidemment il y a beaucoup de gens qui veulent faire des dons, qui veulent faire des choses, qui veulent faire des aides auprès de l'Ukraine et qui ne savent pas forcément ou qui ont des doutes de savoir si ce que ça arrive bien aux bonnes personnes. Là, vous êtes au moins sûr d'arriver directement sur le front par son intermédiaire. Évidemment, si vous faites des dons à d'autres associations, je ne vous le reproche pas, il y a tout à fait, vous pouvez tout à fait faire ce que vous voulez. On n'est pas plus aimable. Allez, premier débat. Alors ça c'est la grande question qu'on pose depuis le début. Et en fait, si on regarde dans l'histoire, si on prend par exemple la Deuxième Guerre mondiale, la France et l'Angleterre est allée en guerre contre l'Allemagne tout simplement parce que la Pologne était envahie et le but c'était de libérer la Pologne. Ah oui, au fait, c'est exact. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Pologne n'a pas été libérée et plus personne s'occupait de savoir l'avenir de la Pologne. Il n'y avait plus de questions, le sujet n'était plus du tout sur la table de la libération de la Pologne. Autre exemple, comme on a vu sur l'épisode sur la guerre civile américaine, ce qu'on appelle en français guerre de sécession. Au départ, la guerre s'est déclenchée parce que certains États ont fait sécession pour préserver leur système esclavagiste, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient absolument pas que les esclaves puissent être jour libres. Oui, et alors? Et à la fin de la guerre, comme il manquait d'hommes, ils ont commencé à vouloir libérer leurs esclaves pour les devenir soldats en échange de leur liberté. Quelque chose qui était inconcevable, bien évidemment, au début de la guerre. Tout ça pour dire que ce que veut Poutine hier n'est pas la même chose de ce qu'il voudra aujourd'hui, ne sera pas la même chose de ce qu'il voudra demain. Tout ça, comme le disait von Moltke très justement, le plan est la première victime de toute guerre. Ça, c'est bien vrai. Allez, deuxième débat. Alors ça aussi c'est le grand débat. Effectivement, les soldats russes découvrent qu'ils ne viennent pas libérer le peuple ukrainien. Beaucoup de Russes ont des relations avec des Ukrainiens, beaucoup de familles sont mixtes entre l'Ukraine et la Russie. Et donc évidemment, ils découvrent que les informations russes sont erronées. C'est pas pour ça qu'il y aura un soulèvement. Pourquoi je dis ça? On va en reprendre l'histoire. Si on prend avant la déclaration de guerre de la Russie contre l'Ukraine, les informations russes diffusaient régulièrement 3 informations. Un, c'est que le président Vladimir Zelensky n'avait pas été élu démocratiquement. La raison, c'est que tout simplement le Donbass n'avait pas pu voter. Alors, c'est un peu logique, quand vous êtes une région qui fait sécession et qui déclare la guerre à votre propre pays, c'est un peu compliqué de vous mettre dans les élections. Mais voilà, c'est vrai que le Donbass n'a pas pu voter pour les élections présidentielles de l'Ukraine. Ensuite, évidemment, il y avait le débat, comme c'était la guerre du Donbass, que Zelensky, le gouvernement ukrainien massacrait des gens en Donbass. Тебе только добавить, что по нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, это и есть геноцид. Et puis le troisième, c'était que l'Ukraine avait des armes de destruction massive du restant de la chute de l'URSS, puisque à l'époque, en 91, l'Ukraine était la plus grande réserve d'armes nucléaires de l'URSS. Alors évidemment, vous en doutez bien que la Russie a récupéré toutes ces armes et donc il n'y en avait plus rien, et que si bien évidemment, si l'Ukraine avait la bombe atomique, la Russie ne les aurait pas attaqués. Où veux-tu en venir? Si vous regardez bien, tout ça correspond exactement au même discours, au même speech que George Bush et que le gouvernement américain a donné avant la déclaration et l'invasion de l'Irak. Saddam Hussein's violations of human rights. Saddam Hussein's use of mustard and nerve gas against the Kurds, horrible atrocities, disappearances, arbitrary jailing, ethnic cleansing. Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. We know that Saddam Hussein is determined to keep his weapons of mass destruction. Alors je dis pas que l'un mentait ou l'autre ne mentait pas, que l'un est bon ou l'un est mauvais, c'est juste pour dire que c'est exactement la même méthodologie de communication. Et évidemment, quand les Américains ont envahi l'Irak, on a découvert qu'il n'y avait pas vraiment d'armes de destruction massive, l'armée américaine s'est embourbée dans la guerre, beaucoup de soldats américains revenaient morts, et donc ça a eu un impact sur la population américaine,
Et en plus, à la différence de la Russie aujourd'hui, la presse américaine, il y a quand même une liberté de la presse, et donc les gens diffusaient, il y avait beaucoup de gens qui étaient opposés à la guerre aux États-Unis. Et bien n'empêche que malgré tout ça, il faut se rappeler que George Bush a été réélu. Tout ça pour dire qu'effectivement, de croire que Vladimir Poutine va être renversé ou destitué de son statut de président de la Russie à cause de tous les problèmes qu'il y a en Ukraine, c'est difficile à y croire. Pour mémoire, il y avait un témoignage très très intéressant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une mère et sa fille entendaient un discours de Goebbels. Je rappelle qu'on est à la fin de la guerre, les armées russes sont dans Berlin, les armées américaines ont déjà franchi une bonne partie du territoire allemand, donc la guerre est finie, on sait très bien que c'est terminé pour l'Allemagne. Remember the April 20th, 1945, that was the birthday of Adolf Hitler. And in the radio there was a speech of Joseph Goebbels, and he said... Le 20 avril 1945, je m'en souviens. C'était l'anniversaire d'Adolf Hitler. Et la radio diffusait un discours de Joseph Goebbels. Il disait « Berlin restera allemande et Vienne redeviendra allemande. » Ma mère a dit « Dieu merci, on va gagner la guerre. » Je lui ai répondu « Mère, tu te trompes et Goebbels se trompe. C'est terrible, mais je suis sûre que la guerre est finie et que nous l'avons perdue. » Et ma mère a dit « Crois-tu qu'en un moment pareil, Goebbels nous mentirait ?» C'est pas aussi simple de croire que les gens vont prendre la réalité ou les informations. C'est aussi mon avis. Il y a des gens qui donnent les informations aux Russes, mais c'est pas pour ça qu'ils les croient. Il y a même des familles qui sont divisées. C'est vrai. Des tantes et des nièces qui ne se parlent plus, des mères et des filles qui ne se parlent plus. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. C'est beaucoup plus compliqué que vous ne croyez. C'est toujours la même question, est-ce qu'ils sont des nazis? Et c'est vrai que la référence est souvent par rapport à un personnage important de l'histoire ukrainienne, Stepan Bandera. Allez dans ma vidéo si vous ne connaissez pas qui c'est, je ne vais pas redétailler son histoire, elle est déjà bien détaillée dans ma vidéo sur l'histoire de l'Ukraine. Mais Stepan Bandera, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui l'Ukraine en fait référence, la fameuse anecdote où l'armée ukrainienne n'appelle pas les cocktails Molotov des cocktails Molotov, mais des Banderasm aussi. C'est vrai aussi que vous allez trouver une statue de Stepan Bandera dans la ville de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que juste à côté de cette statue, il y a une synagogue. Enfin, il faut comprendre que c'est quand même de la Deuxième Guerre mondiale, et que ça fait quand même presque 80 ans maintenant la Deuxième Guerre mondiale. Et de faire référence à quelqu'un, c'est comme si on disait que le gouvernement français actuel est antisémite parce qu'il y a eu Pétain. Ça n'a évidemment aucune logique, aucun sens. C'est de la démence. Bah, c'est bien mon avis. Et évidemment, vous avez toujours trouvé des nazis dans tous les pays, en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis et même en Russie, même dans l'armée russe, de gens qui ont des affections pour malheureusement cette idéologie-là. Dernier débat, ou plutôt dernier sujet, puisque c'est pas vraiment un débat. Et c'est vrai que je vais pas vraiment être neutre. Bon, alors c'est vrai que pour être très honnête, si on va pas se mentir, ça fait un petit moment que je suis plus vraiment neutre sur le sujet ukrainien. Mais malgré tout, dans la plupart de toutes mes vidéos, j'ai toujours essayé de garder une grande neutralité. Ce que je voulais exprimer, c'est tout simplement que j'ai vu beaucoup de débats sur le Covid, sur le port du masque, sur le pass sanitaire. Beaucoup de gens faisaient référence à la liberté, à la démocratie, à la préservation de la démocratie. Je suis obligé de me poser la question, ils sont où tous ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui par rapport à la guerre en Ukraine? Alors évidemment, toute légitimité, vous allez me poser, et toi Coco, c'est bien beau, tu parles, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais derrière moi, c'est l'opéra de Lviv. Ouais, je suis en Ukraine. Sans blague. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. Il y a beaucoup de volontaires ici. J'ai rencontré des Irlandais, des Norvégiens et même des Brésiliens. C'est pour vous dire qu'on est nombreux à venir ici, à participer à l'effort d'une manière ou d'une autre. Je n'en doute pas. Alors évidemment, on peut se poser qu'est-ce que je fais ici? La réponse est simple, je fais ce que je peux. Mais la vraie question, c'est vous. Qu'est-ce que vous faites?